Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. On parle depuis hier soir des concessions que Michel Barnier a pu vous faire, que ce soit sur la taxe sur l'électricité, mais aussi sur l'aide médicale d'État ou encore sur une future loi immigration. Est-ce que vraiment, à l'heure où l'on se parle, le RN pourrait ne pas censurer le gouvernement ? Ne pas censurer le gouvernement, tout est possible dans la vie, et ça ne dépend pas... la manière dont vous le dites, tout est possible dans la vie. Bah oui, parce que qui eût cru que Michel Barnier annonça hier finalement un recul sur les augmentations, enfin sur les taxes, sur l'électricité. Donc vous voyez, quand le Rassemblement national met une certaine forme de pression à certaines exigences, eh bien il peut parfois être entendu. Ça ne va évidemment pas assez loin. C'est plutôt de l'ordre, j'allais dire, du bricolage, ce qu'a fait Michel Barnier hier, c'est-à-dire que... Un bricolage à 3 milliards. Non, mais il a bricolé son budget dans le sens où, s'il l'a fait, c'est que c'était possible. Ça veut dire qu'il pouvait le faire dès le début. Sébastien Chenu, par nature, un compromis, il faut que tout le monde lâche un peu et concède que là, il y a eu des reculs. Pourquoi vous ne dites pas, dont acte, on ne votera pas la censure sur le PLFSS? Plusieurs choses d'abord. Il n'est pas indécent que le Premier ministre, quelle que soit sa couleur politique, fasse des concessions en matière budgétaire au premier groupe d'opposition, au premier groupe tout court d'ailleurs de l'Assemblée nationale. Tout le monde a l'air de dire mais c'est quand même incroyable. Enfin, nous sommes le premier groupe, nous pesons nos députés. Non, mais moi c'est le décor que je plante. Michel Barnier d'ailleurs lui-même nous dit que ce n'est pas une concession, il nous dit qu'il ne veut pas nous faire de cadeaux. Nous on n'est pas dans l'idée de lui faire un cadeau non plus. Nous ce qu'on cherche c'est l'efficacité des mesures au bénéfice des Français. Donc une fois qu'on a planté ce décor, qu'est-ce que peut faire Michel Barnier ? Probablement il peut faire bouger les lignes. Il a montré qu'il avait pu les faire et qu'il aurait pu le faire probablement depuis le début. Mais c'est sans fin. Non, c'est pas sans fin. Est-ce que vous dites on veut améliorer la situation des Français ? Est-ce que c'est vraiment ça ? On a, pardon, mais aussi le sentiment peut-être que vous demandez toujours plus pour être sûr que ça ne soit pas accordé. Il y a quelque chose de... Non, on demande toujours la même chose. En réalité, depuis que Michel Barnier est arrivé, Marine Le Pen a fait un discours lorsque Michel Barnier a pris ses fonctions, dans lequel elle a tracé nos lignes rouges. Évidemment, il manque à ces exigences. Il y a eu un petit rajout de lignes rouges quand même, peut-être, non ? Pas du tout. Non, sur l'AME, c'est toujours pareil. Sur la désindexation des retraites. Alors forcément, par exemple, la désindexation des retraites, on ne l'avait peut-être pas vu venir. Donc à partir du moment où ils ont ajouté à leur liste budgétaire des choses absolument insoutenables pour les Français, nous leur avons dit quelles étaient nos lignes rouges. Mais la philosophie, c'est toujours la même. Ne pas impacter le pouvoir d'achat des Français. Question très simple ce matin. Est-ce qu'à l'heure où l'on se parle, avec les concessions qu'a faites Michel Barnier hier soir, est-ce que pour l'instant, vous votez la censure ? Aujourd'hui, oui, pour plusieurs raisons. J'allais dire pour plein de raisons, pardon. Pour plusieurs raisons. D'abord, sur l'électricité, c'est pas financé. Ne soyons pas dupes, Michel Barnier nous fait une annonce qu'il espère probablement séduisante, mais ne nous met pas de l'autre côté le mode de financement. Mais peut-être qu'il attend que vous lui fassiez une proposition. D'accord, enfin, je pense qu'on a fait... Il répond à votre demande. Nous avons fait beaucoup de contre-propositions, notamment un contre-budget avec 15 milliards les lignes d'euros rouges évoluent en fait. Non, mais elles n'évoluent pas. Si, il répond à notre attente, mais en même temps, c'est pas financé. Donc en fait, on a l'impression que l'horizon se recule. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que s'il est sincère, il faut qu'il nous le démontre. C'est-à-dire que moi, je veux bien le croire sur parole, mais vous savez, c'est comme sur l'AME. On avait, entre guillemets, cru sur parole Madame Borne et Monsieur Larcher, qui, il y a quelques mois, il y a un an, nous disaient on va revoir l'AME. Et puis finalement, ils n'ont jamais réouvert le chantier. Donc maintenant, vous savez, c'est comme en amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Arrêtons-nous, mais sur quelques minutes sur cette question de la taxe sur l'électricité, 3,4 milliards en moins, de fait. Qu'est-ce que vous proposez pour compenser, effectivement, vu que vous l'appelez de vos voeux, pour compenser cette perte ou ces non-recettes en tout cas? Mais nous l'avions déjà dit, par exemple, une taxe sur les surprofits était évidemment quelque chose qui pouvait avoir du sens. Il y a une forme de taxe sur les surprofits déjà pour les entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Les taxes sur les rachats d'actions. Michel Barnier avance aussi là-dessus, le Sénat avance là-dessus, Sébastien Chenu. En réalité, d'accord, mais alors qu'ils avancent vite et qu'ils avancent plus loin, parce que vous nous demandez des sources d'économie, en voilà quelques-unes. Évidemment, s'attaquer au coût de l'immigration. Il n'y a aucune mesure dans le budget sur le coût de l'immigration. Mesures dans le budget qui, d'ici 15 jours, seraient écrites, prises et qui rapporteraient 3 milliards sur la question de l'immigration ?
Mais pas forcément que dans les 15 jours. Il y a peu de mesures qui rapportent immédiatement 15 milliards. Ce que je veux dire, c'est que le budget doit être voté dans les 15 jours. Le budget, c'est l'organisation des finances publiques, recettes et dépenses. Donc nous, on a fait des propositions. Je viens de vous en faire d'ailleurs de façon très concrète. En matière de recettes, nous demandons aussi que la dépense publique baisse dans un certain nombre de domaines. Évidemment, on a évalué aussi à plusieurs milliards d'euros d'économies possibles le coût des agences d'État. Je vous ai parlé de l'AME. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont... Attendez, ça fait 3 fois que vous parlez de l'AME. C'est une urgence aussi pour les finances publiques. Je dis bien pour les finances publiques. Vous le savez, c'est 0,5% des dépenses de santé. Est-ce qu'on ne se concentre pas sur des volumes plus... Madame, l'AME n'est pas qu'une urgence pour les finances publiques, évidemment. Là, on parle du budget, on essaie de dégager des milliards. Bon, c'est sans arrêt exponentiel. Je veux dire, le coût de l'AME, chaque année, est plus important d'année en année. Et avec des conséquences sur la santé publique, donc on pourrait calculer le coût pour la santé publique si on supprime ou on allège l'AME. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la transformer en une aide médicale d'urgence. On ne dit pas que ça ne coûterait combien entre 4 et 500 millions d'euros. Donc c'est 800 millions d'euros d'économie. Donc c'est 800, ce qui est déjà très important, 800 millions d'euros. Déjà 3 milliards juste avec la taxe sur l'électricité. C'est déjà très important. Mais il y a évidemment aussi un coût symbolique. Non, mais il y a un coût pour la santé publique, vous le savez. On ne peut pas juste dire 800. Je viens de vous dire que l'aide médicale d'urgence qui remplacerait l'AME serait à peu près budgétée à 400-500 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on fait une économie. Et vous reperdez parce que c'est des épidémies qu'on ne maîtrise pas, et c'est des coûts pour la santé publique. L'aide médicale d'urgence. C'est simple, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et donc en quoi c'est une urgence dans le budget? Vous répondre. Oui, mais je l'aide me permets aussi médicale de d'urgence, justement, c'est sur l'aspect épidémique, c'est-à-dire une épidémie qui pourrait atteindre un certain nombre de personnes. Elle a forcément un coût pour être prise en charge. C'est le coût que je viens de vous donner. Pour le reste, c'est la réduction du panier de soins. Comme Michel Barnier nous dit hier, on va enlever 100 millions d'euros sur l'AME. Ça, c'est pas sérieux, vous voyez. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire que 100 millions d'euros? Où on enlève 100 millions d'euros? Où on rénove complètement? On change de système? On transforme l'AME en une aide médicale d'urgence. Et il y a un impact financier. Mais ce bricolage, vous voyez, il y a un aspect, Michel Barnier a un aspect urgence. Il faut absolument trouver des mesures d'urgence parce qu'il n'a pas anticipé le fait que nous puissions évidemment nous opposer et censurer ce PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Plus globalement, Sébastien Chenu, on en a peu parlé, mais mercredi, la Commission européenne a validé la trajectoire de rétablissement des comptes publics de la France. C'est peut-être que ce budget et ce PLFSS ne sont pas si mauvais? Non, c'est parce que de toute façon, il y a une contribution supplémentaire aussi de la France à l'Union européenne. Tiens, source d'économie intéressante. La contribution supplémentaire, oui, il y a 8% de plus. Donc oui, il y a une contribution. C'est un amendement que vous avez fait passer. Oui, c'est un amendement. Non, parce qu'il y a l'amendement. Vous l'avez supprimé ou vous l'avez diminué? On l'a diminué. De combien? C'était, je ne veux pas vous dire de bêtises, de mémoire, c'était 5 milliards. Mais cet amendement, il a été ensuite, de mémoire, retoqué au Sénat. En tous les cas, il n'est, je crois, dans les travaux du Sénat, plus retenu dans la commission des finances. Mais on verra où ça vous n'en faites pas une ligne rouge. Non, mais nous avons accepté de baisser notre exigence de hausse de la contribution. Je vous pose la question quand même. C'est-à-dire qu'on a accepté que la contribution augmente moins fortement. Michel Barnier l'a pas retenu. Michel Barnier continue sa trajectoire. On augmente la contribution de la France à l'Union européenne. Là aussi, source d'économie possible et immédiate. Vous cherchez des sources d'économie immédiates, les conséquences que ça peut avoir au niveau européen. C'est quoi les conséquences? Vous savez que c'est quoi les conséquences? Le rôle moteur de la France. Allez, je vous en donne d'autres. Parce qu'Adrien Becht, vous voulez du concret. L'aide que la France apporte en matière de développement à un certain nombre de pays. On verse, je crois, 100 millions d'euros à la Chine. Est-ce que la Chine a besoin d'une aide au développement? Vous voyez, mais c'est questionnable, mais c'est un montant qui est assez modeste. D'accord, mais enfin là, entre 800 millions ou 900 millions d'euros d'économie sur l'AME, plus 100 millions sur la Chine, vous avez déjà 1 milliard quasiment. Donc vous dites c'est modeste, mais toutes ces démonstrations que nous faisons avec effet immédiat, puisque vous cherchiez des effets immédiats, eh bien, elles existent. Juste une question sur le délai que vous mettez, même l'ultimatum que vous mettez à Michel Barnier jusqu'à lundi. C'est lundi que vous déciderez si vous censurer, si c'est fini ou pas? Oui, mais parce qu'il y a des délais, parce que c'est lundi que nous nous retrouvons, c'est lundi qu'il y aura un vote, donc tout ça est très organisé. Donc nous, lundi, nous ferons le point. Que vous disent là les services de Matignon depuis ces dernières heures et même depuis le rendez-vous de Marine Le Pen en début de semaine? Mais ils ne nous disent pas grand-chose. Vous savez, Michel Barnier n'est pas dans une... Il n'y a pas d'échange? Non, il n'y a pas d'échange. Le directeur de cabinet de Marine Le Pen avait été reçu en amont. Il n'y a pas un canal établi. Non, mais pourquoi il n'y a pas d'échange? Parce qu'en fait, nous, ce que nous disons, nous le disons publiquement.
il n'y a pas de surprise. Quand on dit qu'on veut revoir l'AME, quand on dit qu'on s'oppose à la baisse du remboursement des médicaments, quand on dit qu'on s'oppose à la désindexation des retraites, on ne le dit pas depuis aujourd'hui, on le dit depuis longtemps. Michel Barnier le sait très bien. Sur l'électricité, il connaissait notre position, il la connaît. Donc, il n'y a pas de surprise. C'est à lui de bouger et on a l'impression que il peut bouger, mais j'ai surtout l'impression que sa propre majorité cherche à le pousser à la faute, c'est-à-dire à lui dire de se retenir, de ne pas bouger, de ne pas changer. On a l'impression que les macronistes derrière, qui sont censés le soutenir, le poussent un peu à la faute. Vous dites on n'a pas bougé depuis ces dernières semaines. C'est pas, si je peux me permettre, pas tout à fait exact. Il y a encore 2 mois, vous vouliez pas être source d'instabilité, vous n'avez pas voté la censure après la déclaration de politique générale de Michel Barnier. Qu'est-ce qui a changé ? Le budget. Je vous rappelle, madame... On voyait la direction vers laquelle Michel Barnier allait aller. Non, parce que justement, le discours de politique générale de Michel Barnier, souvenons-nous, était très abscon. Il n'y avait pas de Il a d'emblée dit que la situation était grave et qu'il allait il a fait un constat même de rigueur. Il a fait un constat sur la situation du pays que tout le monde fait. Mais il n'y avait pas de choses très concrètes. Rappelez-vous, par exemple, sur la proportionnelle, il n'en avait pas parlé. Si on s'extrait d'ailleurs de la situation budgétaire. Il me semble que si. Non, à l'époque, il n'avait pas dit ce qu'il ferait, ce qu'il voulait faire, etc. C'était des intentions, mais il n'y avait pas de choses concrètes. Et puis ensuite est arrivé le travail budgétaire. Et je vous rappelle comment ça s'est passé. Nos députés, Tanguy et Mathias Renaud, tous les deux députés de la Somme, sont allés voir le ministre de l'économie et des finances avec ce qu'on a appelé donc communément maintenant nos lignes rouges, mais aussi nos propositions. Il n'y a pas eu d'échange. Ils ont acté. Bon, le Rassemblement national propose et demande ça. Très bien. Est-ce que le changement... Ça a été construit et balancé comme ça. Marine Le Pen, elle a eu le sentiment d'être maltraitée, y compris lors de son rendez-vous à Matignon. Dites-nous franchement. Oui, on ne peut pas dire que Michel Barnier, qui attendait qu'on lui demande audience, comme si on allait voir le pape, se soit manifesté la volonté de travailler avec les groupes d'opposition. Mais il y a quelque chose d'ailleurs, regardez, qui est très très perturbant finalement pour notre système politique et qui dit tout. Michel Barnier, aujourd'hui, est un homme seul. Michel Barnier est un homme... Qui soutient Michel Barnier à l'Assemblée nationale ? Quand vous voyez que même ses troupes ont voté parfois contre certaines dispositions du gouvernement. Michel Barnier est un homme seul, et pire, les derniers qui le soutiennent font de l'obstruction, on l'a vu hier sur la niche parlementaire visant à abroger la réforme des retraites. Donc il n'y a plus grand monde qui le soutient, et ceux qui le soutiennent cherchent à empêcher les autres d'agir. C'est très grave dans une démocratie. Chenu, on va continuer d'évoquer ces sujets, ces questions de budget, et peut-être d'après Michel Barnier aussi. D'abord le fil info, 9h moins le quart, Marine Klett. La FNSEA appelle à de nouvelles mobilisations des agriculteurs les 9 et 10 décembre, action autour des revenus et dans le cadre du début des négociations avec les distributeurs, précise le syndicat. L'échec de la France Insoumise cette nuit à l'Assemblée nationale, sa proposition de loi pour abroger la réforme des retraites n'a pas eu le temps d'être votée. 1000 amendements avaient été déposés par les macronistes. Des huissiers ont dû intervenir également pour séparer 2 députés. À Valence, le maire et ministre délégué à la sécurité du quotidien, Nicolas Daragon, dénonce une banalisation de la violence après l'agression d'une adolescente de 14 ans frappée par un groupe de jeunes filles mardi aux abords de son collège. Toujours aucune interpellation. L'Iran enrichit chaque jour un peu plus son uranium et les pays européens demandent des garanties. Réunion aujourd'hui à Genève avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'Iran affirme qu'il pourrait se doter de l'arme nucléaire en cas de retour de sanctions financières de la part des pays européens. Et puis décidément, rien ne résiste au Paris Basketball en Euroleague. 8e succès consécutif après une victoire à domicile 81-78 hier soir contre l'une des 2 équipes de Bologne. Les Français sont ce matin 2e au classement. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et ce matin, Sébastien Chenu, député RN du Nord. Alors, question très, très concrète, si possible, question courte et réponse courte. Il y a plusieurs hypothèses et il y a plusieurs conséquences si, à la fin de l'année, on se retrouve sans budget. La France se retrouve sans budget et d'une certaine façon, Marine Le Pen et le RN en endosseront la responsabilité. Si pas de budget, pas de hausse des petites retraites prévues au 1er janvier dans le nouveau budget. Est-ce que ça, vous l'assumez ? Non, madame. S'il n'y a pas de budget, les choses sont simples. Il ne faut pas chercher à faire peur aux Français. Non, mais c'est dans le budget. Non, mais madame, s'il n'y a pas de budget, donc ça veut dire qu'on est sur le budget précédent. Oui. Ce budget qui comporte beaucoup moins de hauts impôts. Mais ça veut dire qu'on peut amender. C'est-à-dire qu'il y a évidemment sur les recettes une loi spéciale. Sur les recettes, une loi spéciale doit être votée. Non, selon le secrétariat général du gouvernement, cette loi ne peut pas être amendée. Si, selon nous, elle peut être amendée. D'ailleurs, nous avons
avons pris l'engagement nous-mêmes. National. Nous avons pris d'ailleurs l'engagement nous-mêmes de la voter. Donc par conséquent, sur les recettes, on peut. Mais est-ce que vous êtes certain, pardon, c'est important, Sébastien Chenu, est-ce que vous êtes certain que cette loi, elle peut être amendée? Vous le dites aujourd'hui, on le sait, on a demandé au service de l'Assemblée. Mais bien sûr, nous considérons qu'il n'y a pas de shutdown. Nous considérons que recettes et dépenses sont organisables. Voilà. Mais vous refaites tout le texte dans la loi spéciale, c'est-à-dire les petites retraites indexées au 1er janvier, nous sommes sur le budget impôts, précédent et nous l'amendons de façon à pouvoir indexer les choses sur l'inflation. Ça, c'est sur l'organisation du budget. Mais oui, et d'ailleurs, le gouvernement qui sera démissionnaire sera celui qui continuera de gérer jusqu'au prochain gouvernement. On l'a vu d'ailleurs, ça a duré avec Gabriel Attal, jusqu'au prochain budget. Quand on nous dit « Ah oui, mais il n'y a pas le temps de faire un budget », enfin, on a élaboré, sans les services de l'État d'ailleurs, un contre-budget en beaucoup moins de temps que ça, et Michel Barnier se gargarise d'avoir monté un budget en 2 mois. Évidemment que la France pourra se doter d'un budget, que tout le monde sera payé, que les cartes vitales continueront à fonctionner. Mais personne n'a dit le contraire. Si, Madame Borne dit le contraire. Madame Borne n'est pas Michel Barnier. Madame Borne n'est pas personne. Oui, mais Madame Borne n'est pas Première ministre. Enfin, oui, elle l'a été. Donc quand elle dit que les cartes vitales fonctionnent... Non, mais excusez-moi d'être un peu interpellé quand même sur ça. Sébastien Chenu, vous savez combien la France emprunte chaque année? Oui, bien sûr. L'année prochaine, ce sera 300 milliards d'euros. C'est ce que je veux dire, 300 milliards, bien entendu, avec des intérêts de dette absolument exceptionnels. Est-ce que vous pouvez nous assurer à celles et ceux qui nous écoutent ce matin, s'il n'y a pas de budget, les intérêts n'augmenteront pas? Non, mais s'il n'y a pas de budget et si les intérêts augmentent et que nos prêteurs deviennent trop chers, c'est la BCE qui va prendre le relais. Vous savez très bien. D'accord, donc vous en appelez d'ores et déjà à la BCE? Non, je dis que c'est une possibilité. Nous n'allons pas nous retrouver dans une difficulté supplémentaire. Mais la BCE, elle imposera des réformes, vous en doutez. Mais attendez, mais c'est une nouveauté que les taux d'intérêt soient différents aujourd'hui et qu'ils aient augmenté pour la France. Ça fait 12 ans qu'ils n'avaient pas été aussi loin des taux de l'Allemagne. Ça fait, vous allez dire, 12 ans. Ça fait depuis 2012. Oui. Donc ça veut dire que nos comptes sont gérés de quelle façon depuis 12 ans? Parce que si je suis ça veut dire que 2012, on sortait de la crise financière, ça veut dire qu'en réalité, nos finances publiques se sont dégradées après année, les années après les années, et que nous avons aujourd'hui la pire situation en matière de comptes publics de l'Union européenne. C'est pas dû à aujourd'hui le fait qu'on puisse censurer ce budget. C'est important ce que vous nous dites, Sébastien Chenu. Ce que je dis, c'est que la France, au pire, la BCE prendra le relais. La France ne se retrouvera pas dans une impasse. Voilà ce que je veux vous dire. Et que ce n'est pas la peine de... D'ailleurs, ceux qui disent aujourd'hui l'inverse et qui verront en janvier, s'il y a eu une censure, s'il y a un nouveau budget, que la France a continué de tourner, devront rendre des comptes aussi aux Français, en ayant essayé d'affoler les Français, les marchés, les emprunteurs. La France ne se retrouvera pas dans une impasse. Pas d'impasse économique. Non, pas d'impasse économique. Impasse politique peut-être, parce que si le gouvernement tombe la semaine prochaine, que se passe-t-il? Concrètement, qui à Matignon? Mais ça, c'est le choix du président de la République. Que souhaitez-vous? Mais ça, c'est pas. Nous, on souhaite un changement de ligne politique. Non, mais qu'imaginez-vous? On aura un Parlement qui sera ce qu'il est, qui sera toujours ce qu'il est. Ça, c'est autre chose. Qu'imaginons-nous? Qui trouve une majorité? Non, mais il y a plusieurs possibilités. Le président de la République a plusieurs leviers. Ballard ici même disait il y a quelques jours, pas Bardella. Madame, donc c'est même pas pour vous gouverner que vous faites ça. Mais madame, il y a plusieurs leviers. Le président de la République n'a pas qu'un levier en main. Il a la possibilité de reconduire un Premier ministre. Reconduire Michel Barnier, qui serait censuré probablement avec la même logique politique, n'a pas de sens. Un nouveau Premier ministre, puisque ça, je vous écoute, vous voulez absolument des noms, etc. Il y a des gens probablement... Vous ne demandez pas Jordan Bardella à Matignon? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Jordan Bardella l'avait dit lui-même. Il n'y a pas de majorité Rassemblement national capable de construire donc vous voulez un budget à l'Assemblée nationale. Quand nous voulons gouverner, nous voulons une majorité pour gouverner. Et donc, par conséquent, 2 autres leviers possibles. Quand elle sera possible en termes de temps, de calendrier, une nouvelle dissolution, on est sur le mois de juin, juillet. Donc ça, c'est un deuxième levier. Donc premier levier, changement de gouvernement avec changement de ligne politique. Parce que changer de gouvernement de Premier ministre pour garder la même ligne politique... la majorité restera la même, Sébastien Chenu. Ou alors c'est la gauche. Mais non, mais il n'y a pas de majorité pour la gauche. Donc changement de Premier ministre, dissolution il n'y a pas plus de majorité au mois de juin, où le président de la République constate que notre pays est bloqué, il ne peut pas trouver de majorité, il ne peut pas construire de ligne, il ne veut pas changer de ligne politique, alors le président de la République en tirerait les conséquences. Démission, si je vous suis, effectivement, plusieurs voyez, voix au centre et à droite le réclament Charles de Courson, Jean-François Copé. Mais si Marine Le Pen était élue, puisque j'imagine que c'est ça votre plan, elle aurait un Parlement qui ne lui serait pas favorable, à nouveau, pendant 6 mois. À quoi ressemblerait son gouvernement? À quoi ressemblerait un gouvernement de Marine Le Pen
avec l'Assemblée Non. actuelle. Entre le moment, et d'ailleurs vous vous référez à Charles de Courson, je vais faire la même chose que vous, entre le moment où un président de la République, de façon hypothétique, le président de la République démissionnerait et où des élections seraient convoquées, eh bien évidemment, s'il y a 3 mois entre le janvier et le mois de mars pour une présidentielle, ensuite il y a 2 mois pour dissoudre, pour aller aux législatives, on arrive sur le délai du mois de juin. Donc vous voyez, ça marche, ça rentre. Une question peut-être que peuvent se poser les Français. Emmanuel Macron, après tout, il a été réélu. Il est président et la Constitution, même si elle a peut-être pu être un peu tordue ces dernières années, la Constitution dit que le président il préside et que le Parlement, avec le gouvernement, gouverne en quelque sorte et font la loi et gouvernent. Pourquoi le président donc pourrait être amené à démissionner dans la mesure où c'est plutôt le sujet des parlementaires qui ne parviennent pas à se mettre d'accord? Mais parce qu'il a créé les conditions d'un blocage politique du pays. Parce que sans majorité, vous n'arrivez pas à faire avancer votre pays. Ou alors, il faut qu'il change à ce point. Pourquoi les parlementaires ne parviennent pas en aucun cas à surmonter ce blocage? Parce qu'il y a 3 blocs. Parce que, je veux dire, le péché originel, c'est que Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont fait élire des gens du nouveau Front populaire. Ils ont fait en sorte que cette Assemblée nationale soit divisée en 3 blocs qui, grosso modo, se neutralisent les uns et les autres. Et bien, à partir du moment où ils ont voulu contourner le choix des Français, c'est quand même la spécialité en Macronie, quand on ne réussit pas à obtenir quelque chose par les urnes, on essaye de contourner. Et bien, en ayant voulu contourner le choix des Français, ils l'ont fait d'ailleurs hier encore dans la niche sur les retraites, ils ont voulu contourner le choix des Français en bloquant, en faisant de l'obstruction, eh bien, il bloque le système. Si on vous suit bien, Sébastien Chenu, censure de Michel Barnier, chute de Michel Barnier, ça veut dire quelque part démission d'Emmanuel Macron. Mais c'est à Emmanuel Macron de trouver le scénario qui permet de débloquer le pays. Non, mais je vous ai expliqué qu'il y en avait plusieurs possibles. Mais c'est le président de la République, ce sont les prérogatives du président de la République. Donc si le président de la République entend le message des Français, une autre politique. Les Français ont été clairs, je pense, en votant 3 fois. Une fois très fortement pour les listes de Jordan Bardella aux européennes. 2 fois très fortement pour les candidats du Rassemblement national aux 2 tours des législatives. S'il entend cela, eh bien, il fera en sorte de changer de politique. Il ne l'entend visiblement pas. Je reviens juste sur l'accélération du calendrier que vous avez un peu écarté. C'est quand même un vrai sujet. Ça ne me semble pas exact de dire on va passer 6 mois comme ça à faire une présidentielle. Non, si le président démissionnait, il y aurait une présidentielle, une élection en février. Et vous n'avez pas... il n'a pas démissionné au moment où nous parlons. Il y a des délais légaux. Donc, alors là, on fait de la politique fiction. Voilà. Alors, si le président de la République démissionnait, nouvelle élection, Marine Le Pen serait, je l'espère, élue, eh bien, il dissoudrait l'Assemblée nationale. Est-ce que vous auriez durci le ton comme ça si Marine Le Pen, disons-le clairement, n'était pas menacée de 5 ans d'inéligibilité au printemps? Madame, nous n'avons jamais fait le lien, et j'étais déjà venu, pas moi, seulement d'ailleurs, les députés du Rassemblement national sont venus sur vos antennes dire depuis longtemps que ce budget était inacceptable, qu'on mettait le gouvernement sous surveillance, qu'on avait des lignes rouges. Nous n'avons jamais fait le lien. Pas qu'on le censurait. Si, mais madame, j'ai dit moi-même ici, mille et une fois, que nous avions déjà voté une motion de censure de la gauche, parce qu'on me posait la question, mais est-ce que vous voteriez une motion de censure de la gauche? Je dis, bon, on l'a déjà fait, rien ne nous empêcherait de le refaire. Donc non, nous n'avons jamais fait le lien avec la procédure, en tous les cas, auquel fait face Marine Le Pen. Juste une image qui a frappé tout le monde, nous en tout cas. Jeudi, au moment où Marine Le Pen finissait ce procès, des centaines de fans faisaient la queue pour la dédicace du livre de Jordan Bardella à Strasbourg. Il y a comme un passage de témoin. C'est lui, est-ce que c'est pas lui le candidat de la prochaine présidentielle pour le non, c'est Marine Le Pen, parce que moi je crois que vous avez dit quelque chose d'important, c'est que cette semaine, il y a eu la fin du procès qui a démontré quoi? 0 emploi fictif, 0 enrichissement personnel. C'est pas ce que disent les réquisitions. Non, si. C'est pas ce que disent les réquisitions. Ah, mais 0 emploi fictif. Tout le monde a travaillé d'ailleurs. Tout le monde a travaillé. Pas pour la bonne. 0 enrichissement personnel. Et je crois que les plaidoiries. 5 000 € par mois pendant 3 ans pour un mi-temps pour Louis Alliot. Madame, vous n'allez pas faire le procès ou vous mettre à la place du procureur. Vous rentrez dans le. Non, mais vous n'allez pas vous mettre à la place du procureur. J'écoute les réquisitions. Malheureusement, vous n'écoutez visiblement que les réquisitions. Vous avez écouté la plaidoirie? Bien sûr, aussi, bien sûr. Mais les réquisitions, okay. le bilan il y a un certain nombre de faits qui sont édictés, le dossier qui sont explicités par comme étant totalement vide. Et c'est ce procès de la liberté parlementaire qui, en fait, a sauté aux yeux de tout le monde. Donc nous, on a confiance dans l'idée que Marine Le Pen puisse être relaxée et donc, par conséquent, soit notre candidate aux élections présidentielles. Il ne serait pas un bon candidat, Jordan Bardella?
Mais on n'en est pas là. On a une excellente candidate. Elle a l'expérience, la solidité, la vision. Pourquoi voulez-vous qu'elle n'aille pas au présidentiel? Comme le dit Marine Le Pen, vous savez, tout est possible dans la vie. Elle passerait sous les roues d'un camion demain. Il faudrait se tourner vers un autre candidat et probablement qu'il y aurait dans la maison Jordan Bardella qui serait probablement celui qui apparaîtrait comme le mieux formé. Il se trouve que ce n'est pas le cas. C'est Marine Le Pen, notre candidate. Et Marine Le Pen est en pleine forme. Nous pensons qu'elle va être relaxée et elle a une vision pour le pays. Et je crois qu'elle a démontré qu'en tous les cas, elle pouvait déjà obtenir, sans même être à la manœuvre, quelques beaux résultats pour les Français. Juste une question, elle est d'actualité internationale, franco-internationale. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a salué un pas important vers la vérité. Vous avez sans doute vu que Emmanuel Macron lui avait écrit pour reconnaître que les forces coloniales françaises avaient commis un massacre contre les tirailleurs africains en 1944 près de Dakar. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut des excuses? Est-ce qu'il faut une ouverture des archives? Non, je ne pense pas qu'il faille aller plus loin. Je pense qu'il faut apaiser. On s'est fait sortir, visiblement. Emmanuel Macron a, à travers finalement ce courrier, je l'espère, refermé une page un peu douloureuse. Il ne faut pas aller plus loin. Je pense que notre pays ne peut pas passer son temps à s'excuser. Il reste des zones d'ombre sur le nombre de victimes, sur la localisation des corps, sur les circonstances. Est-ce qu'il faut tout simplement ouvrir les archives? Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je ne crois pas. Merci beaucoup, merci Sébastien Chenu. Vous êtes, je le rappelle, député Rassemblement National du Nord. Merci d'avoir été l'invité de France Info.